Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour les débats. On va commenter l'actualité, une actualité dont on se disait, Jean-Philippe Dugouin-Clément, qu'elle n'était pas vraiment très joyeuse. Vous êtes maire UDI de Mennecy et vous êtes également vice-président de la région Île-de-France. Avec nous également Alex Darmon, qui est journaliste. Bonjour, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis, chaîne de débat politique sur YouTube. Benjamin Cauchy, bonjour, chef d'entreprise. Et Mathieu Bachelon, communicant et président de M2B bonjour, Valérie, Conseil. Bonjour. Oui, on se disait avant que vous n'arriviez avec Jean-Philippe Dugouin-Clément que c'était difficile de trouver des coups de cœur dans cette actualité, que depuis le début de la semaine on est quand même passé, on a quand même franchi des caps. On va revenir sur l'appel hier de Rima Hassan au boycott et au sabotage de TF1, également appel fait par Thomas Porte qui est député. On va parler de Donald Trump, on va parler des paquets de cigarettes peut-être bientôt à 20 €. Nicole Belloubet ce matin qui était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin, favorable à la majorité civile et pénale à 16 ans. On va revenir sur tous ces sujets avec vous. On va quand même essayer de trouver des coups de cœur dans tous. Non, je vois que des coups de gueule d'ailleurs. Peut-être avec vous. Allez, on va commencer avec vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément, puisque vous avez essayé de trouver un coup de cœur. Polémique certes, mais c'est un coup de cœur. Vu l'état de l'actualité, moi je vais essayer d'éviter le coup de gueule et de trouver quelque chose de positif, ce qui a été quand même extrêmement dur dans l'actualité quand on fait un petit peu le tour des choses. Alors ce qui est pour moi un coup de cœur, qui pour d'autres ne le sera pas, qui est un sujet polémique, c'est, vous avez vu que Éric Woerth a rendu son rapport au président de la République sur la question de la décentralisation. C'était quelque chose qui était très attendu. Il y a d'autres sujets dont on reparlera. Il fait toute une série de propositions. Je crois qu'il y en a 51 au total. Et il y en a une que je trouve extrêmement positive, c'est de dire on va peut-être enfin arrêter, mettre un terme à la folie d'Anne Hidalgo par rapport à l'embolie organisée de cette région, puisque Éric Woerth propose, ça sera suivi ou pas par le président, le gouvernement et les chambres parlementaires, de, entre guillemets, nationaliser le périphérique parisien. Aujourd'hui, le périphérique est géré par la ville de Paris, ce qui est d'une certaine façon une aberration, puisqu'on est sur une voirie d'intérêt régional, voire national. C'est jusqu'à 250 000 véhicules jour sur le périphérique, c'est-à-dire qu'on est sur l'un des principaux axes routiers de l'Île-de-France. Sur ces 250 000 véhicules jour, c'est plus de 80% qui n'appartiennent pas à des Parisiens et plus de la moitié de ce trafic qui ne rentre pas dans Paris. Donc on est véritablement sur un axe vital pour les gens qui travaillent, pour le fret, pour la vie quotidienne des Franciliens. Et l'un des projets d'Anne Hidalgo menés sans aucune étude d'impact, sans aucune concertation, c'est de réduire la vitesse à 50 km/h sur le périphérique et de fermer une voie pour le réserver au covoiturage. Qu'on réfléchisse à l'évolution d'un axe routier, pourquoi pas, mais qu'on le fasse sans étude d'impact, de manière totalement autocratique, en méprisant tout l'écosystème qui est autour. Quand on dit qu'on va réduire le périphérique à 50 km/h, la réalité c'est que dépasser les 50 km/h sur le périph' aujourd'hui qui est limité à 70, c'est pas en journée, c'est à quelques heures très tôt ou très tard. Et en gros, c'est cette France qui se lève tôt ou qui se couche tard. C'est la France des classes populaires qui travaille, qui a besoin de son véhicule. Emboliser le périphérique, c'est emboliser les grands banlieusards qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, parfois pour, y compris aller travailler au service des Parisiens. C'est emboliser le fret qui est fait au service des Parisiens. Et je pense qu'on est en train de mourir dans cette région et dans ce pays de la montée des égoïsmes. Et Madame Hidalgo, au sein de la ville de Paris, mène une politique totalement égocentrée, égoïste. Et peut-être que cette proposition d'Éric Woerth permettra de mettre un terme à cette folie. Mais dans quelle mesure elle peut être entendue et appliquée, cette proposition? Est-ce que c'est pas un énième rapport qui va finir à la poubelle? Ça peut parfaitement l'être. Il y a toute une série de propositions. Alors après, est-ce que le président de la République, puisque c'est un rapport remis au président de la République et pas au gouvernement, techniquement, s'en emparera, demandera au gouvernement d'agir, et est-ce qu'il y aura des compromis parlementaires pour dans le rapport, on propose également de changer le mode de scrutin sur Paris-Lyon-Marseille pour avoir des circonscriptions uniques. C'est quelque chose qui est demandé par la plupart des partis politiques, hormis Madame Hidalgo et le PS. Et donc, les 51 propositions du rapport n'aboutiront pas, mais certaines dedans peuvent prospérer. Et je pense que pour l'Île-de-France, la question du périphérique gagnerait à être retenue. On le saura dans les semaines qui viennent. Heureusement que c'était un coup de cœur. Non, mais le dernier rapport qu'on avait remis au président de la République, si ma mémoire est bonne, c'était celui de Jean-Louis Borloo. Et on sait comment il a terminé ce rapport. Nulle part.
Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression, je partage votre coup de cœur et je partage même les idées de ce rapport, le non-cumul des mandats aussi, la fin du non-cumul des mandats, proposé par Éric Woerth, et je pense que ça ferait du bien à beaucoup de parlementaires quand on voit comment ils se comportent cette semaine dans l'hémicycle et à côté. Donc moi, je partage le fait que ce rapport soit nécessaire et intéressant avec des bonnes propositions. Par contre, je partage moins malheureusement votre enthousiasme sur le fait qu'il puisse être écouté, entendu et pourquoi pas appliqué pour certaines mesures par le président. Si je vous fais un pari, et c'est pour ça que c'est un coup de cœur, parce que je suis quelqu'un de résolument optimiste, c'est qu'il y aura quelques mesures qui seront adoptées. Je pense que la loi PLM, il y a un consensus politique pour le faire, et donc il y aura quelques autres mesures qui seront prises. Je le souhaite. Mathieu, Bachelon, rapidement. Ce qu'on voit très rapidement, c'est qu'on a de plus en plus deux discours. Le discours qui est de dire à juste titre qu'il faut qu'il y ait une région capitale, qu'il faut faire le Grand Paris, et on voit qu'il y a des avancées concrètes avec les JO, et puis après avec le fameux Arc Express, le super métro, ça va quand même permettre. Et dans le même temps, on a des dispositions, et là je rejoins Monsieur Dugois-Clément là-dessus, sur la gestion du périphérique. On a une opposition de fait entre Paris Intramuros et le Grand Paris, et effectivement toutes ces personnes qui habitent, qui sont en plus, on en a déjà parlé ici, qui souvent n'ont même plus le choix d'habiter dans Paris parce que ils sont chassés par la pression immobilière. Donc non seulement ils sont chassés par la pression immobilière, ils sont obligés d'aller assez loin, d'avoir des temps de trajet très importants pour aller travailler. Et en plus, on leur explique qu'ils sont pas forcément les bienvenus dans Paris et qu'en plus, on va leur compliquer la vie. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est juste de regarder la séance du Conseil de Paris de la semaine dernière où David Belliard, qui est l'adjoint Europe Écologie Les Verts de la mairie, explique de manière très dogmatique au préfet de police, Monsieur Nunez, que qu'il le veuille ou non, la réforme du périphérique se fera, et Laurent Nunez, grand représentant de l'État, ramène un peu quand même tout ce petit monde à la réalité en disant que ce projet ne se fera bien évidemment pas sans l'accord de l'État et que le destin du périphérique sera autre. Voilà. Merci, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Alex Darmon, journaliste politique. On peut vous retrouver sur YouTube avec votre chaîne de débat Les Indécis. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, et Mathieu Bachelon, communicant et président de M2B Conseil. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, cet appel au boycott de la part de Rima Hassan et d'une grande partie de LFI, appel au sabotage de TF1, c'est quand même du jamais vu. On va revenir, vous l'avez entendu, sur la condamnation de Donald Trump, sur les paquets de cigarettes à 20 €, beaucoup de sujets ce matin. On continue notre tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Alex Darmon, c'est un coup de gueule, un coup de cœur. Un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Un coup de gueule contre la suspension du joueur de football Camara de l'AS Monaco. Vous savez, c'était ce joueur de football qui avait refusé de porter le logo et en soutien à la lutte contre l'homophobie lors de la dernière journée de Ligue 1 de football, et qui avait refusé de faire la photo en faisant semblant de se cacher, en faisant son lacet, bon bref. Et il a été suspendu par la Ligue de football professionnel de 4 matchs. Et c'est un coup de gueule, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que il est double. D'abord parce que je trouve que c'est pas assez. Ce genre d'attitude devrait être sanctionné de 1 an. Voilà, moi je vous le dis, je propose 1 an. Vous voulez pas jouer, vous jouez plus du tout. Comme ça c'est fait, et par le club et par la Ligue. Et surtout c'est un coup de gueule parce que la Ligue se félicite d'avoir été exemplaire. Ouais, Vous êtes exemplaire quand vous mettez 4 matchs à un joueur qui refuse de respecter la loi, de respecter la tradition, de respecter des valeurs plutôt morales. Je suis désolé, c'est moral de vouloir lutter contre toutes les formes de racisme, d'homophobie et de lutte contre les différences. Et donc ils se félicitent hier en disant qu'ils ont été intransigeants. Bon, franchement, c'est à l'image de tout ce qui se passe en ce moment dans notre société. Voilà. Ouais. C'est, il faut sanctionner, mais pas trop. Et puis il faut faire attention à pas trop choquer non plus. Et donc on verra ce joueur de football, Camara, avec l'AS Monaco, jouer début septembre dans notre championnat. Voilà. Mais le problème, c'est que depuis longtemps, les clubs, et notamment les clubs français, sont un peu sous l'emprise. Enfin, il y a la dictature des joueurs. Hein, c'est pas moi qui ai inventé cette expression. On voit que la Ligue est un peu en difficulté. On va pas revenir là-dessus, mais c'est le sujet des droits télé. On est un petit championnat qui est pas en mesure, avec des clubs faibles, qui sont pas en mesure d'imposer leur volonté. Et voilà. Et il y a la dictature des joueurs qui font un petit peu ce qu'ils veulent, qui imposent
qui imposent leur diktat, et c'est assez triste pour le championnat de France, mais c'est pas étonnant, hein. Moi ça m'étonne pas que la LFP, qui est généralement toujours à la rue sur plein de sujets, gonfle les muscles et se félicite d'une action qui en réalité, je suis d'accord avec Alex, hein, c'est une sanction de pacotille, et Camara va se remettre à jouer dès le mois de septembre, mais c'était pas le seul. Dans le passé, il y a eu à chaque fois qu'il y a déjà ils ont un peu rétrogradé. L'année d'avant, le symbole était beaucoup plus visible. Les joueurs avaient le flocage arrière sur le maillot avec les numéros aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Visiblement, ça choquait déjà beaucoup trop de joueurs, donc on avait rétrogradé en disant on va mettre un patch qui était voilà. Bon, alors l'année prochaine, je sais pas ce qu'on va mettre. Peut-être qu'il y aura juste un petit ruban de 2 cm ou un pin. Voilà. Ouais, non, c'est assez lamentable. Mathieu, vous aviez un coup de gueule, pardon. C'est un dossier de Libération aujourd'hui. C'est le coup de cœur sur la une de Libération et le dossier qu'ils font sur les femmes avocates qui sont harcelées et discriminées, notamment pour lorsqu'elles sont enceintes. Donc coup de cœur et coup de gueule, effectivement. C'est un sujet que je connais bien parce que moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans ce milieu, j'ai travaillé avec les avocats. C'est un vrai sujet alors, on le sait, hein, on va pas faire d'angélisme, il y a beaucoup de sujets et de problèmes pour d'égalité professionnelle encore aujourd'hui qui ne sont pas réglés, d'égalité femmes-hommes sur les questions salariales. Mais il est vrai que le milieu professionnel des avocats n'échappe pas à ce phénomène, et c'est même renforcé. Pour rappeler, c'est pas les mêmes règles de droit du travail, puisque les avocats ne sont pas soumis au salariat, y compris les jeunes. Ils sont généralement collaborateurs, donc c'est un système de collaboration libérale où elles sont généralement particulièrement précarisées. J'invite nos auditeurs à lire ce dossier qui est assez édifiant, où il y a pas mal de jeunes femmes qui sont brillantes, qui sont très bien insérées dans leur cabinet, qui travaillent, et qui du jour au lendemain, lorsqu'elles décident lorsqu'elles annoncent à leurs associés qu'elles sont enceintes, eh bien c'est la douche froide, elles sont rétrogradées, on essaie de stopper leur contrat du jour au lendemain, et alors les instances représentatives de la profession, pour le coup, vraiment, on essaie de prendre les choses en main, que ce soit le bâtonnier de Paris ou la présidente du Conseil national des barreaux, mais c'est compliqué. Là encore, c'est une question. Il faut gagner la bataille culturelle et il faut faire changer les mentalités. Et effectivement, si cet article et ces articles, très bon dossier de Libération, peut mettre un petit peu le projecteur sur ce sujet et agir pour la cause de ces jeunes femmes, en tout cas soutien à toutes celles qui essayent de faire valoir leurs droits dans leur cabinet, ce qui n'est pas facile tous les jours aujourd'hui. Alors Benjamin, on va passer à votre coup de gueule, on rentre en politique avec vous. C'est ça, on va rentrer en politique à 8 jours du scrutin européen. Je voulais faire un petit focus sur cet argument un petit peu fantasme qui bruisse depuis quelques semaines, qui est de dire que le président de la République sera amené à dissoudre l'Assemblée nationale si le score du Rassemblement national était extraordinaire et allait dépasser les 30, 31, 32, 33%. Je trouve que c'est malhonnête. C'est un choix stratégique évidemment de la part du Rassemblement national, et je respecte tout à chacun l'utilisation de leurs propres arguments. Pour autant, je trouve que c'est assez vicieux finalement, parce que sur un plan institutionnel, c'est faux. Il n'y aura aucun impact, il n'y a aucune obligation pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale s'il y a une déconvenue de la liste Renaissance au Parlement européen. C'est politiquement improbable également, pour la simple et bonne raison, c'est que ne serait-ce que les LR ont fait un test l'année dernière, ont fait un sondage, ont bien vu que s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, il y aurait encore des majorités relatives et personne n'aurait véritablement de majorité. Et puis ce qui me gêne un petit peu, c'est que quand on utilise des arguments comme ça, finalement on fragilise la démocratie et on affaiblit la parole publique. Donc c'était surtout cela que je voulais pointer aujourd'hui, que chacun utilise les arguments qu'il veuille, aucun souci de ma part. Maintenant, je trouve que c'est parfois de la manipulation intellectuelle. On voit également qu'il y a une tentative de motion de censure qui est déposée et qui sera votée lundi à l'Assemblée nationale, justement pour tenter de renverser le gouvernement, si je puis dire. Le Rassemblement national l'a déclaré ce matin. Le vice-président de l'Assemblée, Monsieur Chenu, disait ce matin: est-ce que les LR seront la béquille du gouvernement en refusant de voter la motion de censure? Bref, beaucoup de gesticulations autour du parlementarisme national, mais pour le coup, l'issue
l'issue du scrutin du 9 juin n'aura aucun impact dessus. Donc c'est un petit coup de gueule quand même, et rappeler que ça sert à rien d'utiliser des faux arguments, ça ne fait que décevoir les gens. Et pour moi, c'est surtout les 50% d'abstention qui m'inquiètent, et des arguments comme ça ne font que creuser l'abstention. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Oui. Là, le 9 juin passé, la question sera, c'est quoi la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe le 10 juin au matin? Le président de la République a 3 possibilités. Après, il choisira en fonction de son calendrier. Il y a une possibilité qui est de dissoudre, mais la réalité de dissoudre, c'est qu'il n'y ait probablement pas de majorité marquée pour l'un ou pour l'autre. Deuxième cas de figure, c'est de chercher à récupérer une majorité parlementaire. Très bien. Quelle majorité? Est-ce que c'est un changement de gouvernement, un changement d'alliance? Troisième cas de figure, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire de continuer dans le schéma actuel avec une majorité relative, essayer de trouver des majorités de circonstances et de tenir. Moi, je suis incapable de savoir quelle sera la décision du président, mais en tout cas, c'est pas le Rassemblement national qui peut décider ou faire campagne sur ce qui serait la décision d'un président que lui-même ne connaît probablement pas aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y aura effectivement un questionnement le 10 juin sur la suite. À mon avis, ça c'est la conséquence du fameux match qui existe depuis, enfin qu'on nous vend depuis des années, le fameux match RN Renaissance avec le président de la République qui s'est quand même beaucoup engagé, plus ou moins indirectement, ou du moins c'est proche dans ce scrutin, en parlant, vous savez, du fameux débat, et prêt à débattre avec Marine Le Pen, tout ça. Donc du coup, forcément, de l'autre côté, il y a l'instrumentalisation un peu de ce pas de deux. Deuxièmement, si on prend à mon avis plus de recul, à mon sens, ça démontre aussi un peu l'essoufflement de la Ve République et du système présidentiel. On a effectivement cette figure centrale du président de la République qui concentre tous les pouvoirs et donc toutes les attentions. Et la conséquence d'un scrutin, et là je suis d'accord avec ce qu'ont dit nos amis, qui institutionnellement n'a strictement rien à voir. Pour le coup, c'est un scrutin européen, on va voter pour des députés européens, ça n'a pas d'incidence normalement sur la politique française. Mais par ricochet, étant donné que là, il y a tout, vous savez, c'est ce temps démocratique où il y a l'élection présidentielle et législative qui les suivent, qui est le temps démocratique très important pendant 5 ans, et ensuite que des élections accessoires, intermédiaires, on va dire. Forcément, le risque est aussi qu'il y ait cette instrumentalisation-là lors des élections intermédiaires. Juste, Mathieu, rapidement, moi je suis pas d'accord sur le match qu'on veut nous imposer. Je veux dire, il y a des électeurs, ils ont choisi à chaque fois Macron devant Le Pen, RN devant Renaissance, et il faut arrêter avec cet argument parce que justement je trouve que ça enlève le fait de dire que les Français peuvent choisir. Voilà, ça c'est le premier point. Et j'entends qu'il faut pas faire que des débats entre eux, n'empêche qu'en 2017 c'est les Français qui ont amené Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour, et en 2022 aussi. Je dis pas qu'il a été qu'il est artificiel, je dis qu'il est entretenu. Peut-être, peut-être, mais en tout cas c'est les Français qui ont choisi sur ces différentes élections. Ensuite, sur le fait dissolution ou pas dissolution, au-delà des européennes et au-delà du 9 juin, je pense qu'il va quand même falloir sérieusement se poser la question. Sérieusement, parce que quand vous voyez ce qui se passe encore une fois à l'Assemblée nationale cette semaine, où vous avez des députés, des élus de la République qui s'insultent, qui se traitent de porcs entre eux dans les couloirs de cette institution, et c'est pas la première fois qu'il se passe des choses comme ça à l'Assemblée. Au-delà des élections européennes, on peut pas dire que c'est pas un argument ce que vous voulez. Il faut se poser la question de savoir est-ce que cette Assemblée représente les Français. Moi, la réponse je l'ai, c'est non. Donc, à partir de là, est-ce que vous voulez dissoudre ou pas, c'est le président de la République qui peut choisir. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler hier de l'appel au sabotage de Rima Hassan à l'encontre de TF1 qui diffusait l'interview de Benjamin Netanyahou hier. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Opticien. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous débattons de l'actualité avec vous. Et hier, quand même, il s'est passé quelque chose de très grave. LCI diffusait l'interview de Benjamin Netanyahou. Il n'y a jamais été question que ça passe sur TF1. Ça a toujours été prévu sur LCI. Première intervention du président israélien. Quoi qu'on en pense, c'est une interview faite par un journaliste, Darius Rochebin. Et suite à cette annonce, eh bien Rima Hassan, donc de la France Insoumise, a appelé au boycott et au sabotage. Elle a appelé les salariés de TF1 à saboter, à couper
coupé les fils pour empêcher la diffusion. Elle a mis une cible dans le dos de Darius Rochebin, de la médiatrice de TF1. Hier, il y avait des dizaines de cars devant le siège du groupe et puis 3000 personnes qui se sont rassemblées en un claquement de doigts, Alex Darmancé. Et avec l'appel de Thomas Porte, également député de la République, qui a également appelé au sabotage de cette interview, à couper les fils. Moi, je crois que c'est du jamais vu. Hein. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est quand même une conception de la démocratie qui est quand même ahurissante. Il y a un travail qui est fait par un journaliste. J'ai regardé l'interview, il l'a fait de façon tout à fait correcte. Il a posé les bonnes questions. Ce n'était pas complaisant et ça s'appelle, Alors, Alex, pardon. Non, mais moi je suis terrifié, Valérie. Je suis terrifié. On voit devant nos yeux notre pays qui est en train de sombrer, en fait, à tous les niveaux. Depuis quelques semaines, ce qui se passe sur notre territoire, c'est affligeant. Au prétexte qu'il y a des élections européennes, on peut faire n'importe quoi. Au prétexte qu'on a envie de se faire élire, on peut faire n'importe quoi. Et appeler des gens... Enfin, 2015, c'était il y a pas longtemps. Hein. Je suis Charlie. Ouais. D'accord ? Hier, on appelle des gens à venir manifester devant la tour TF1 pour empêcher un journaliste de faire son boulot, encore une fois. Moi, je suis terrifié. Je vais vous dire, je suis très triste. Je suis très triste depuis plusieurs semaines parce que vous pouvez pas être insensible à toutes les images que vous découvrez. Que ça soit le 7 octobre, c'était terrible, c'était horrible, c'était ignoble. Quand vous voyez les images de Rafah, quand vous êtes un être humain, bien évidemment que vous pouvez être que triste et que désolé de ce qui se passe et pas d'accord avec ce qui se passe. En revanche, quand vous voyez les images d'hier soir, que vous voyez cette femme, Rima Hassan, parce qu'il faut lui donner son nom, vous voyez cette femme qui est 6e sur une liste ou 7e sur une liste d'élections européennes, appelée à bafouer les règles de notre pays, appeler à bafouer la liberté d'expression, d'accord ? Parce que elle se plaignait il y a quelques semaines du fait qu'elle pouvait pas s'exprimer dans une fac et qu'on bafouait la liberté d'expression. Là, hier, ce qu'elle a fait dans notre pays, c'est honteux, c'est un scandale. Et j'espère qu'il va y avoir un sursaut le 9 juin. J'espère que, quand je dis un sursaut, que ça va remettre les pendules à l'heure, que les Français sont en train de se rendre compte de ce qui se passe. On ne fait plus de la politique aujourd'hui. On appelle à taper les Juifs. Je suis désolé, c'est ce qui se passe dans les manifestations. Un sioniste égale une balle, c'est ce qu'on a pu lire cette semaine dans les rues de Paris. On appelle à taper les flics, les policiers, et maintenant on appelle à taper les journalistes et à ne pas les laisser faire le travail. Il y a un moment donné, il faut dire stop, il faut que le gouvernement réagisse aussi. On peut pas laisser faire ça impunément, sans aucun problème, et laisser les gens manifester. Et moi, ce qui m'inquiète par-dessus tout, c'est qu'elle arrive en quelques heures à réunir 3000 personnes. 3000 personnes devant la tour TF1. Ouais, en très peu de temps. Si c'était organisé, il se serait passé quoi ? Mathieu, vous êtes communicant. Déjà, l'attitude du groupe TF1 qui n'a absolument pas réagi, ni porté plainte pour l'instant. C'est assez étonnant. Moi, on en parlait pendant la pub. Effectivement, j'imaginais et j'espère que le groupe TF1 va quand même porter plainte. Déjà pour le protéger ses salariés. Parce que le groupe TF1, c'est pas que... Alors, Darius Rochebin est bien évidemment, qui d'ailleurs a fait une excellente interview hier. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à la tour TF1. Énormément de gens, des cadreurs, des monteurs, enfin énormément de métiers. Ces gens-là ont été mis en danger hier. Mis en danger dans l'exercice de leur métier. Donc, moi, je serais salarié de TF1 et je serais aux organisations représentatives du personnel de TF1. J'attendrais de mon employeur qu'il porte plainte et afin de nous protéger, afin de me protéger. Il y a eu quand même hier un point de bascule qui est quand même assez hallucinant. De voir que des méthodes groupusculaires, des méthodes groupusculaires arrivent dans le champ vous parlez d'élus, de parlementaires. Monsieur Porte est élu, il est parlementaire, lorsqu'on a quand même normalement du respect pour ce qu'est la fonction de député, quelle que soit la couleur politique. Et on voit aujourd'hui des parlementaires qui appellent au boycott et à des actions violentes et illégales contre un organe de presse. Je suis d'accord avec Alex, là, il y a vraiment un point de bascule sur ces actions. En plus, on peut s'interroger, juste, c'est une parenthèse où on peut sourire, elle a appelé au boycott de Gilles Pélisson, qui n'est plus président de TF1 depuis bientôt 2 ans. Donc la connaissance des médias de Rima Hassan nous fait un petit peu sourire. Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est
C'est terrible. On est sur un parti qui est un parti anti-républicain, antidémocratique. La France rêvée, d'ailleurs, ils détestent la France par Madame Assad, par messieurs Guiraud, par messieurs Mélenchon. C'est un pays totalitaire. Enfin, on vient aujourd'hui, ce qui a été fait hier, mais qui est une énième sortie de route, une énième attaque des institutions. Ce qui a été fait hier, c'est s'en prendre à la liberté de la presse. Enfin, il y a 10 ans de cela, moins de 10 ans, on manifestait, c'était « Je suis Charlie ». Aujourd'hui, on est censé avoir des responsables politiques qui détestent la France, qui détestent la liberté d'opinion, qui détestent la liberté de la presse, pour qui les références, c'est le Venezuela, pour qui les références, c'est Cuba, et qui veulent chercher à imposer ce type de régime. Moi, je pense que, on a dissous des groupuscules d'extrême droite au motif qu'ils étaient dangereux et anti-républicains. Aujourd'hui, on a un parti qui pourrait essayer de se sauver d'un désastre électoral aux européennes, parce qu'on va quand même passer de 17-18 points de M. Mélenchon aux européennes à des sondages à 7-8, alors un peu plus, un peu moins, est en train d'essayer d'importer, quels que soient les partis pris ou le drame ou le ressorti qu'on peut avoir, mais qui est en train d'essayer d'importer sur le territoire national un conflit, qui s'en prend aux institutions, qui s'en prend à ce qu'a fait la liberté de ce pays, c'est totalement scandaleux. Moi, j'espère que effectivement le groupe TF1, le groupe Bouygues porteront plainte. J'espère que l'État, le ministre de l'Intérieur, saisira le parquet d'office, que le parquet se saisira de ça et qu'on se pose à un moment ou l'autre la question de est-ce que dans un pays démocratique, on peut continuer à tolérer des partis antidémocratiques. Mais vous aviez vu cette semaine, on en a parlé ici. Je vous donne la parole dans un instant. Rima Hassan à Dauphine qui dit toi tu n'auras pas la parole. C'est-à-dire que c'est cette espèce de totalitarisme. Mais vous êtes sur des apprentis dictateurs. Hein. Alors, Benjamin Cauchy. Je suis en train de bondir là depuis chez moi à vous écouter. Clairement, un parti politique qui appelle à saboter un média, moi j'appelle ça du terrorisme. Oui. Donc, moi j'appelle solennellement le ministre de l'Intérieur à prendre en considération les évolutions sémantiques de la France insoumise qui se positionne dans des actes insurrectionnels. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Madame Hassan a appelé à marcher sur l'Élysée. La dernière fois que quelqu'un a appelé à marcher sur l'Élysée, il s'appelait Éric Drouet, il s'est fait 3 jours de garde à vue. C'était un petit gilet jaune qui n'avait rien demandé. Il y a une différence de traitement parce que le président de la République a peur, puisque la France insoumise met la pression sur tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est une dictature de la pensée. Et j'appelle également Monsieur Moudenc, le maire de Toulouse, parce que samedi après-midi, il y a l'un des derniers meetings de campagne de Madame Hassan, de Monsieur Mélenchon et de Madame Aubry dans la salle Baudis. À 15h samedi. Je pose la question, est-ce que, avec les propos qu'ils tiennent, avec les élans insurrectionnels qu'ils portent, est-ce que dignement le maire de Toulouse, est-ce que le préfet de Haute-Garonne, est-ce que le ministre de l'Intérieur souhaite permettre, dans cette ville qui a été touchée par les attentats, par Mohamed Merah, par les meurtres au lycée Ozar Hatorah, est-ce qu'ils vont permettre de laisser les ambassadeurs du Hamas venir s'exprimer à Toulouse? Je suis vraiment outré. C'est inadmissible que ces gens soient encore dans le champ politique. Ce sont des terroristes. Ils terrorisent les gens, ils terrorisent les médias, ils terrorisent des journalistes, ils terrorisent les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc à partir du moment où ils ont des attitudes insurrectionnelles et terroristes, ils n'ont plus rien à faire dans le champ politique. Oui, après, c'est un parti démocratique qui a des élus, malheureusement. Et qui a des élus. Donc, mais jusqu'en 34, il y avait des partis qui étaient également démocratiquement élus et on a bien vu ce que ça donnait. Imaginez un seul instant 3000 personnes du Rassemblement National devant France Télévisions pour dénoncer l'interview de je ne sais quel ministre ou autre. Vous imaginez le scandale? Vous avez un parti politique qui est en train de menacer les médias en France. Moi, j'aimerais quand même entendre les alliés de la NUPS, notamment le Parti Socialiste, sur le fait de savoir s'ils cautionnent ou pas cette déviance totale de LFI. Parce que tout ça, on nous dit très bien, la NUPS n'existe plus jusqu'au 9 juin, mais enfin, le 10 juin au matin, les Verts, les communistes, LFI et le PS recréeront la NUPS et vont retravailler ensemble. Moi, j'aimerais un peu de clarification là-dessus. Alors, une auditrice me dit, est-ce que LCI accepterait que Poutine soit interviewé? Oui, je pense que Poutine... Darius Rochebin a déjà interviewé Poutine. C'était pas sur LCI, mais il l'a déjà interviewé. Il l'a déjà interviewé, je pense qu'il le referait. Et dès lors qu'il n'y a pas de complaisance et tout, c'est de l'info et c'est intéressant pour les téléspectateurs et les citoyens que nous sommes d'avoir cette explication, d'avoir quelle que soit la réalité. Steven, il n'est pas du tout d'accord avec notre plateau. Il dit, mais égalité pour tous, il me semble que vous êtes Charlie. Mais ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire, on parle d'un appel
appel au sabotage. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec Charlie Hebdo, ça n'a rien à voir avec être Charlie. Vous avez des gens, Steven, qui aujourd'hui veulent interdire la parole d'autres personnes et qui est dans une forme de délit, qui mettent des cibles dans le dos de journalistes, de salariés de TF1. Oui. Je veux dire, sabotage, ça a un nom. Être Charlie, c'est au contraire, à mon sens, défendre la liberté de la presse. Oui, absolument. Et là, c'est interdire. Absolument. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va continuer de commenter cette actualité qui est quand même assez grave. La non-réaction du groupe TF1 pour l'instant, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, si c'est de la peur, si c'est le pas de vague, si c'est... il y a un appel au boycott quand même de Bouygues Télécom, de tout ce qui est Bouygues. C'est pas neutre, Benjamin Cauchy? Ouais, deux éléments. La première, moi, je peux comprendre la non-réaction pour l'instant du groupe TF1. Je pense qu'ils ont dû avoir des échanges, à mon avis, avec leurs collaborateurs ce matin pour également savoir ce que eux ont dû ressentir. Je pense que la partie RH en interne a dû intervenir avant tout jugement en externe. Et puis après, j'ai envie de dire que les appels au boycott sont inadmissibles. Mais bon, je me souviens que ça fait des mois et des mois que les amis de la France Insoumise et du Hamas appellent au boycott des entreprises israéliennes, notamment McDo et compagnie. Le sandwich et le burger McDo ne s'est jamais aussi bien porté en France. Donc je crois qu'il faut faire attention aussi à ce que TF1 ne fasse pas une surréaction et ne donne trop d'importance. Donc je pense qu'ils sont en train de juger et de jauger, mais qu'il y a à mon avis une prise en compte du ressenti des collaborateurs, et je pense que ça devait être déterminant avant la réaction du public. Je pense que c'est ça. Alors Stéphane nous parle des manifestants qui étaient sur le périph'. Je ne sais pas très bien ce qu'il veut exprimer en me disant mais c'est grave ce qui s'est passé. Oui, moi je trouve grave que des gens aillent sur le périph', traversent les voies du périph', et si les policiers les ont arrêtés, c'est bien fait pour eux. Si on est assez con, pour aller sur le périph', c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Qui vont sur le périph'. Vous provoquez des accidents et autres. Oui, c'est comme ça. Véronique me dit oui, il y avait 50 camions de flics qui pouvaient pas approcher. Mais l'appel au sabotage, l'appel au sabotage, Véronique et aux autres, c'est l'appel au sabotage à l'intérieur de TF1. C'est-à-dire que Rima Hassan dit technicien, assistant, allez saboter l'antenne. C'est pas à ceux qui sont à l'extérieur et qui effectivement ne peuvent pas rentrer dans la peut-être rappeler quelque chose qui peut paraître évident, mais qu'en France, quand on veut faire une manifestation, il y a des règles, notamment la règle de dépôt en préfecture, et qu'on n'organise pas une manif comme ça, une manif sauvage, 2 heures avant, en disant qu'on convergeait vers un endroit. Non, voilà. Donc les forces de l'ordre sont intervenues. On a la capacité de faire des manifestations en France, bien évidemment, mais il faut respecter un certain protocole. Les organisations syndicales et tous ceux qui font des manifs dans ce pays savent comment ça marche. Alors, Stéphane juste me dit, oui, mais les forces de l'ordre ont merdé. Non, les forces de l'ordre n'ont pas merdé. Ils font ce qu'ils peuvent face à des abrutis qui envahissent le périph'. Les forces de l'ordre, ils font ce qu'ils peuvent, et moi je dis qu'ils doivent aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à faire. Et vous êtes responsable si vous allez sur le périph' et qu'on vous nasse, c'est bien fait pour vous. Excusez-moi, ce qui est criminel, c'est de faire une manifestation sans autorisation, de la lancer en 2 heures. S'il y avait eu un accident, s'il y avait eu un mort, que ce soit un journaliste, que ce soit quelqu'un qui se fasse renverser sur le périph', que ce soit une force de l'ordre, que ce soit un manifestant, qui est-ce qui était responsable? C'était Madame Hassan et Monsieur Mélenchon. Il y a un moment, il faut arrêter cette chienlit, il faut arrêter cette folie. Quand on est député européen, député de la République élu, on essaye de respecter les lois, les règles. On n'organise pas des manifestations comme ça. Et sur le fond, en 2024, qu'en France, on puisse dire on veut interdire, empêcher un média de travailler, moi je suis désolé, c'est pas ma vision du monde. J'estime que ma vision du monde, c'est pas la Corée du Nord. Intéressez-vous à Madame Hassan et à ses tweets. Elle est très proche de la Syrie. Elle dit vous pouvez m'attaquer, j'ai tous les avocats qu'il faut, j'ai le temps et j'ai l'argent. Et il y a aussi des questions sur cet argent et sur la manière dont... Pourquoi elle ne s'intéresse pas à la Syrie, à la manière dont ont été exterminés, à l'Ukraine, à ce qui se passe en ce moment avec les forces
turco-djihadistes qui sont en train d'incendier des hectares de champs de blé pour affamer les Kurdes. Genre tout ça, pourquoi ça n'intéresse pas les gens? Il y a des Rohingyas qui sont en train d'être exterminés pour le coup totalement. On ne veut pas les Ouïghours. On peut parler du Soudan, on peut parler du Congo, Valérie. Enfin, il y a des millions de morts ou de déplacés ou de gens qui vivent la famine en Afrique. On peut parler des Ouïghours aussi. La Chine, les amis de Monsieur Mélenchon. La notion d'antisémitisme. Mais tous les yeux sont rivés. Tous les yeux sont rivés sur Israël. C'est bien facile aussi. Enfin, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Encore une fois, je le répète, c'est catastrophique ce qui se passe en ce moment dans cette région du monde. Mais c'est la guerre. Ouais. Enfin, je veux dire, le 7 octobre, il y a eu une déclaration de guerre. Ouais. D'accord ? Et comme il y a eu une déclaration de guerre, il y a eu deux forces armées terroristes contre une armée d'un pays démocratique qui s'affrontent. Ça, c'est le premier point. Mais pour revenir sur Madame Hassan, le fait d'appeler au boycott, parce que c'est pas la première fois qu'elle appelle au boycott, que son parti appelle au boycott. Une fois, c'est sur BFM, vos confrères de BFM, et sur SFR parce que c'est tenu par Monsieur Drahi qui est un juif. Là, maintenant, c'est Martin Bouygues. Il faut appeler au boycott contre Bouygues. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire pour téléphoner à la fin, parce que s'ils boycottent tous les opérateurs téléphoniques, ils vont avoir du mal à s'en sortir. Bon, bref. En tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est trop facile de mettre des gens dans la rue, de leur dire il faut boycotter, il faut machin, et que les gens de l'autre côté ne se réveillent pas, ne voient pas ce qui est en train de se passer. On est en train de les hypnotiser, tout ça par la haine de l'autre. Par la haine de l'autre, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On n'arrive plus à se parler dans ce pays parce qu'il faut être dans un camp, il faut être d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe sur ce territoire-là. Et là, aujourd'hui, il faut enfin, je le dis vraiment, que le gouvernement intervienne, que le ministère de l'Intérieur intervienne. On peut pas laisser se dérouler des manifestations sauvages tous les jours, tous les soirs sur le périph', aller marcher sur une ambassade parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer et que tout le monde trouve ça normal. Voilà. Mais il n'y a pas qu'à Paris, Alex. Il n'y a pas qu'à Paris. Il y a en Guyane aussi. Il y a eu à Tours dans la semaine. Il y a plusieurs villes régionales. À Toulouse, par 2 fois, il y a eu des manifestations avec plusieurs milliers de personnes également. Ils manipulent partout. Je suis assez fasciné par le personnage de Rima Hassan, cette personne qui est 6e de liste. Vous entendez parler beaucoup des 6e de liste, des autres listes. Bon, voilà, qui est quand même candidate aux élections européennes. A-t-elle une seule fois donné un avis sur un sujet qui concerne ces élections, sur un sujet européen? Rien, pas du tout. Rima Hassan, personne ne la connaissait il y a 6 mois. Et aujourd'hui, elle jouit à la France Insoumise d'une marge de manœuvre hallucinante qui lui permet de donner le tempo de cette campagne pour son parti, alors qu'elle n'évoque à aucun moment un sujet européen. Je trouve ça assez fascinant de voir cette personne qui est sur cette liste et qui parle uniquement des sujets qui l'intéressent et qui bordélise tout depuis plusieurs semaines. C'est la stratégie, non? De tout bordéliser. Juste une chose, c'est la stratégie. Je l'ai déjà dit, je le répète parce qu'on s'en rapproche. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent fin juillet prochain. Vous avez l'équipe de foot israélienne qui est une équipe de foot très forte chez les moins de 23 ans qui va jouer au Parc des Princes juste à côté là. Juste à côté, qui va aller jouer à Nantes aussi où il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qui nous dit que les gens qui ont manifesté hier devant la tour TF1 ne vont pas aller manifester devant le Parc des Princes ou devant le stade de la Beaujoire et que ça peut ne pas déraper? Ce qu'on est en train de laisser faire là, on est en train d'installer un climat qui, à l'approche des Jeux Olympiques, est très dangereux. Très dangereux. Parce que vous allez avoir beaucoup plus de monde et que vous allez avoir beaucoup plus de nations et qu'on n'est peut-être pas les seuls concernés par ce problème-là et qui vont peut-être se réunir tous au même endroit, au même moment. Voilà. Ouais. Et ça sera une humiliation mondiale de toute façon. Ça sera une humiliation mondiale s'il se passe quoi que ce soit, une défaillance de l'autorité nationale et du gouvernement. Ça, on la connaît déjà. Mais alors, si elle est aux yeux et au su de toute la planète en ourbi et torbi, ça sera une humiliation nationale. Mais toujours Steven me dit, mais c'est vous les médias qui ne parlez que de la Palestine. Bah non, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas assez facile, c'est toujours de la faute des journalistes. C'est pas nous qui avons appelé à manifester hier devant la tour TF1 pour empêcher le déroulé d'une interview. Voilà. On va peut-être changer de sujet, on va passer le paquet de cigarettes à 20 €. Vous en pensez quoi? On peut le mettre à 200 € aussi dans ce cas-là. En plus, moi je fume pas en plus, donc on peut pas me soupçonner d'être un moment où on peut effectivement lutter contre faire des politiques de santé publique, d'accord, mais enfin il y a des faits. On voit bien que d'ici 10 ans, c'est pas pour tout de suite. Bien sûr, mais on sait que il y a un marché parallèle de contrebande de cigarettes qui est de plus en plus important, qu'il y a des gens qui du coup vont se reporter sur le cannabis et d'autres produits. Il faut faire des politiques de santé publique, mais il y a un moment on peut pas non plus
avoir comme seule réponse l'augmentation du prix. On a des personnes qui ont déjà des vies compliquées, qui ont à supporter plein de choses dans leur existence. Je fais pas du tout l'apologie de la cigarette, mais il faut comprendre que certaines personnes ont besoin de cette soupape et que leur mettre le paquet à 20 euros, ça va encore leur compliquer la vie. Ce sont les plus précaires, pour le coup, qui vont payer les prix. Voilà. Ouais. Oui, moi je suis un fumeur repenti, donc soit on autorise, soit on interdit. Mais dire on interdit aux pauvres et on autorise aux riches, ça me semble assez dingue, parce que ça revient à ça. Enfin, bientôt, ça reviendra moins cher de fumer un joint que d'acheter un paquet de clopes, si on veut aller par là. Moi, je pense qu'il faut lutter contre les addictions, il faut lutter contre l'alcoolisme, contre le tabagisme, contre la consommation de stupéfiants, parce que c'est des choses qui sont intrinsèquement mauvais pour les personnes et qui ont un coût pour la société extrêmement important. Voilà. Est-ce qu'on est dans un pays où on peut tout interdire et surtout mettre ce qui sont des cliquets, des leviers sociaux, et on se rend compte de plus en plus, c'est la même chose, vous savez, quand on parle des zones à faible émission, enfin on a toute une vision de la société où on crée des discriminations sociales extrêmement fortes pour des raisons, des justifications vertueuses. Enfin, quand on interdit des centres-villes à des personnes qui ont des voitures anciennes, c'est les classes populaires qu'on frappe. Et c'est pas les classes aisées qui peuvent continuer à avoir accès. Je pense qu'à un moment, au-delà des politiques sociales, environnementales, au-delà des politiques sanitaires, il y a la question de la justice sociale qui doit se poser. Et dans ce cas-là, si on estime que le tabac est à ce point dangereux, faut peut-être l'interdire, très bien, mais mettre un cliquet qui permet... Je trouve qu'on va un peu loin. Sur 10 ans, c'est ce que propose le Sénat. Le paquet de cigarettes aujourd'hui est aux alentours de 12 euros, je crois 11,50 €. Pardon ? Ce qui est déjà énorme. Moi, je ne fume pas, j'ai jamais fumé de ma vie, mais effectivement, c'est soit on interdit, soit on autorise. Et puis bon, après, il y a des résultats sur ces campagnes. Faut aussi le reconnaître. Il y a des résultats. Oui, ça a été relativement efficace. Benjamin, un mot ? Je suis fumeur, donc je vais pouvoir vous répondre avec grand plaisir sur ce sujet-là, et je n'en ferai certainement pas la promotion. Ce que je retiens, c'est que les pays qui ont décidé d'avoir des tarifs extrêmement élevés de cigarettes sont des îles. Et donc, je pense encore que à la Sécu, on a un techno qui s'est dit, regardez, en Australie, ils ont passé le paquet à 20 ou 30 $. Regardez en Angleterre le prix des cigarettes. Oui, mais c'est une île. Moi, habitant à côté de Toulouse, une cartouche, c'est 120 €. Je vais à Andorre, c'est 40 €. Je vais en Espagne, c'est 60 €. Il y a quelques semaines de cela, il y a eu un assouplissement des règles des cartouches dans les pays européens, à l'exception d'Andorre. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous ne pouviez ramener, je crois, que 15 ou 20 paquets de cigarettes par personne. Je ne le fais jamais. Donc, mais je crois que c'est ces chiffres-là. Désormais, il n'y a plus de limitation, et c'est au pouvoir et à l'évaluation du douanier de déterminer si c'est pour votre consommation personnelle ou non. Qu'est-ce qu'une consommation personnelle ? Quelle récurrence vous venez ou non en Espagne pour venir vous fournir ? Bref, on est en train de se tirer une balle dans le pied, puisque d'un côté, on assouplit les règles européennes pour faire venir du tabac, notamment de Belgique, de tous les pays frontaliers, y compris de l'Espagne, et en parallèle de ça, on va augmenter le tarif. C'est une fausse bonne idée. Ça ne mettra pas plus d'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Ça ne fera pas arrêter les fumeurs puisqu'ils iront ailleurs, et ça va affaiblir le tissu des buralistes qui sont déjà bien en souffrance dans notre pays. C'est une connerie. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. L'actualité du jour, c'est également ce qui s'est passé aux États-Unis. Donald Trump déclaré coupable à l'issue d'un procès historique. C'est la première fois qu'un président des États-Unis est déclaré coupable. On attend le verdict pour le mois de juillet. C'est évidemment aux États-Unis un séisme. Les 12 jurés ont estimé, il faut le dire, à l'unanimité que l'ancien président a tenté de cacher un paiement de 130 000 $ à l'actrice de film X pour éviter Stormy Daniels, pour éviter un scandale sexuel. Il avait tweeté il y a quelques jours pendant son procès « boring », ennuyeux. Il s'ennuyait pendant son procès. Et là, patatras. Alors Alex Armand, quelles conséquences? Non, honnêtement, l'époque, elle est quand même super étrange, Valérie. Je veux dire, là, vous voyez hier, depuis cette décision,
que les feeds de financement pour sa campagne sont complètement saturés, que ils n'arrivent plus à encaisser assez les dons, que ça renforce sa candidature et les intentions de vote pour lui se favorisent encore plus et sont encore plus appuyées. Je suis désolé, mais l'époque est quand même super étrange. C'est un acte criminel, parce que c'est un acte criminel à un certain degré. Il est jugé, il est en tout cas par les jurés coupable, et il en ressort renforcé. Ouais. C'est quand même la prime, mais dans tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est la prime aux méchants à chaque fois. Oui. Et entre guillemets méchants. Et ceux qui sont à peu près normaux, ouais. Et bah c'est eux les coupables, c'est eux qui ne comprennent rien et qui voient rien. Donc faudra voir, parce que effectivement ça ne va pas du tout l'empêcher de se présenter quoi qu'il arrive, a priori, même si il y a une décision prononcée par la cour où il est coupable, mais c'est quand même, je suis désolé de le dire, très bizarre tout ce qui se passe. Ouais, c'est et mentir, un auditeur me dit mentir aux États-Unis est plus grave que le délit. Mais là c'est vrai qu'on a un parti très conservateur et avec un délit qui est une relation sexuelle avec une prostituée, avec de la corruption, c'est quand même, ça va quand même assez loin. Peut-être vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, mais je pense que ça vous n'aura. Est pas arrivé non, j'ai pas 130 000 euros comme ça. Voilà. Non, mais plaisanterie de mauvais goût mise à part, je pense que ça n'aura absolument aucune incidence sur les élections à venir, même titre que les questions de Marine Le Pen sur ses financements, ses attachés parlementaires, je pense, n'ont aucune incidence sur le vote des Français. Pour moi, il y a une déconnexion totale et dans une démocratie médiatique, avec une utilisation du média, avec une outrance systématique de la part de Trump, mais comme on peut le retrouver de la part d'autres candidats dans d'autres pays, dans d'autres démocraties qui sont toutes bien malades, ce qu'on disait il y a quelques minutes, je pense que ça ne joue pas sur l'électorat. Au contraire, ça peut créer un phénomène de victimisation. Ça peut donner pour une partie de l'électorat un sentiment que c'est les élites entre elles qui cherchent à casser la représentation du peuple. Et je pense que ça peut même être contre-productif électoralement. Robert Kennedy Jr. estime qu'il s'agit d'une stratégie antidémocratique du parti démocrate pour faire battre Donald Trump à tout prix. Non, ce que vient de relever Jean-Philippe est assez intéressant de se dire que quoi qu'il se passe, ça n'aura aucune incidence sur le vote. Non. Et le parallèle est certes osé, mais on le voit un peu aussi quand on revient en France, on se dit que la liste en tête, donc Bardella peut cumuler les mauvais débats, les approximations, ça ne change pas. Non. Donc on a l'impression qu'on a un électorat assez radicalisé, qui est assez fort sur ses convictions, peu importe ce qui va se passer, il y aura pas d'incidence, ça ne va pas bouger. C'est un peu, vous savez, le concept de post-vérité en réalité, avec des croyances très fortes d'une partie d'un électorat qui verra en fait tout événement va être interprété en fait à l'aune de ce qui les arrange. Donc là, par exemple, on prend Trump, et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça va être interprété par voilà, c'est un complot, on veut l'abattre, et tout va être analysé avec cette grille-là. C'est assez fascinant là aussi, fascinant, point de vue pas très réjouissant pour rejoindre ce que disait Alex, de cette époque. Ouais, c'est lui, il a dit que ce procès était une honte, mais bon, je sais pas. Oui, pour vous, Benjamin. Oui, juste, je partage l'avis d'Alex Darmon, effectivement. Moi, ce qui m'a amusé, entre guillemets, c'est que les compteurs d'appels aux dons explosent et qu'ils aient un bug système tellement, finalement, le syndrome du martyr va bientôt arriver. Je voulais vous lire la réaction d'Elon Musk, justement, à cette condamnation. En effet, la confiance du public dans le système judiciaire américain a été aujourd'hui gravement endommagée. Si un ancien président peut être condamné pénalement pour une affaire aussi insignifiante, je vous laisse juger de ce qui est insignifiant ou pas, motivé par la politique plutôt que par la justice, alors tout le monde risque de connaître le même sort. Donc au-delà du fait qu'effectivement il estime qu'il y a un coup politique, il estime aussi que cette interprétation politicienne de la justice pourrait desservir également les détracteurs de Donald Trump. Donc je trouve effectivement que cette judiciarisation de la politique peut être extrêmement dangereux pour la démocratie, pour un camp comme pour l'autre. Voilà ce que je veux dire. Politiquement, il faut quand même aussi s'interroger sur la réaction des démocrates. On les entend pas beaucoup, et la seule chose qu'on entend, c'est Robert De Niro qui vient devant le tribunal pour dire attention, faut pas voter pour Donald Trump parce que
Enfin, là-bas aussi, franchement, le niveau politique, on a de quoi s'interroger quand même, parce que pour envoyer Robert De Niro, Louis Boyard et Rima Hassan. non mais pour envoyer Robert De Niro devant le tribunal pour avoir une réaction politique en disant attention, faut pas voter pour Donald Trump. Ouais, je me pose des questions sur l'engouement et la motivation et la croyance des chances de victoire de la part de Joe Biden, hein, honnêtement. Ouais, c'est coup politique, me dit une auditrice. Après, il y a des faits qui sont là. Il y a des faits qui sont là. Mais en fait, c'est deux choses totalement décorrélées. La question judiciaire et la question politique sont, pour moi, dans cette affaire, totalement décorrélées. Et au contraire, je pense que la question judiciaire peut contribuer à nourrir une ascension politique sur une logique de victimisation, sur une logique de rejet de l'establishment, et de haine d'une élite mythifiée. Ouais. Donc c'est avec le tour de force de Trump, qui est de faire oublier qu'il est, parce que Trump joue effectivement de manière très très douée le côté anti-élite. Rappelez qui est Donald Trump. Donald Trump est un héritier d'un produit de l'élite new-yorkaise, une famille qui a fait fortune dans l'immobilier, qui possède le Trump Tower dans un endroit du monde où le prix du mètre carré est le plus cher, et qui arrive en réalité à se faire à apparaître comme le défenseur des opprimés et de la middle class du centre du pays. C'est un vrai tour de force pour le coup. Absolument. En fait, il incarne le fait de ne pas vivre sur le dos du contribuable. Ouais. Et on verra. Et ce matin, il y a le libéralisme aux États-Unis qui est extrêmement important. Donc il incarne le contribuable de façon générale. Oui, j'entendais ce matin qu'il y avait peu de chances d'ailleurs qu'il aille en prison. Enfin, il ira pas. Merci à tous les quatre. Tout de suite, c'est Alexis Poulain que vous allez retrouver. Très bon week-end à vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.